Ils l'ont envoyé au loin comme une ordure. Bon retour et profitez de l'histoire. Ugeta n'était qu'une jeune femme lorsque la ville lui a tourné le dos. Pour être trop audacieuse, pour rire trop fort, pour marcher seule et ne pas s'en excuser. Ils l'ont insultée, ont répandu des rumeurs, lui ont jeté des pierres, pas seulement avec leurs mains, mais aussi avec leurs mots. Son propre père avait baissé les yeux de honte. Sa mère pleurait en silence, mais ne l'avait pas défendue. Alors, elle était partie, avec une seule valise et une promesse. Un jour, je reviendrai, pas pour supplier, mais pour vous montrer qui je suis vraiment. Les années avaient été difficiles. Elle avait accepté des emplois que personne ne voulait, dormi à même le sol, affronté des mains sur son corps et la faim qui tenaillait son ventre. Mais elle n'avait jamais laissé l'amertume s'installer. Au lieu de cela, elle avait construit. Elle avait étudié, appris, progressé, non pas pour impressionner, mais pour survivre. Et quand l'opportunité s'était présentée, elle n'avait pas hésité. Elle était revenue, pas dans une limousine, mais avec dignité. Elle avait restauré la bibliothèque que la ville avait laissée tomber en ruine, ouvert une école, donné du travail à ceux qu'on avait oubliés, marché dans les mêmes rues, et cette fois, les gens s'écartaient, non pas par crainte, mais par respect. Sa mère avait ouvert la porte et pleuré, pour la première fois de joie, et ceux qui avaient autrefois murmuré son nom avec honte, maintenant, ils le prononçaient avec honneur, parce qu'Ugeta n'était pas revenue pour se venger, elle était revenue avec grâce, et c'est ce qui avait tout changé. À Marseille, en cette chaude journée de juin 1962, Ugeta descendit du bus qu'il avait ramené dans sa ville natale après 15 ans d'absence. Le soleil méditerranéen caressait son visage, ravivant des souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir pendant toutes ces années. Le petit port de pêche qu'elle avait quitté adolescente avait grandi, mais conservait cette ambiance particulière qui faisait battre son cœur plus fort. À 42 ans, Ugeta Morello n'était plus la jeune fille sauvage qui avait été chassée de chez elle. Son tailleur bleu foncé impeccable et son port de tête altier contrastaient avec l'image qu'on gardait d'elle dans ce quartier. Elle prit une profonde inspiration, redressant les épaules. Les cicatrices invisibles qu'elle portait en elle semblaient soudain plus douloureuses, mais elle était déterminée. Dans sa main, elle tenait fermement la lettre qu'il avait fait revenir, une lettre de sa mère, la première en 15 ans, l'informant que son père était gravement malade. Cette même mère qui n'avait pas levé le petit doigt quand la ville entière s'était retournée contre sa fille. « Mademoiselle, vous descendez ou pas ?» demanda le chauffeur impatient. Ugeta s'excusa et descendit du bus, ses talons claquant. Sur le pavé usé, quelques visages se tournèrent vers elle curieux. Elle reconnut certains traits, mais ne put mettre de nom sur ces personnes qui avaient vieilli, tout comme elle. Elle se dirigea vers la rue des Oliviers, là où se trouvait la maison familiale. Chaque pas était à la fois familier et étrange. Le boulanger Ferrand avait fermé boutique, remplacé par une épicerie. La fontaine du centre de la place était toujours là, mais on y avait ajouté des bancs en pierre. Et puis il y avait cette bibliothèque municipale, autrefois sa seule alliée, maintenant fermée, avec des volets cassés et une pancarte à vendre accrochée à sa façade décrépite. Ugeta s'arrêta devant cette vision qui lui serra le cœur. Cette bibliothèque avait été son refuge, le seul endroit où personne ne la jugeait, où elle pouvait rêver d'ailleurs et d'avenir. Voir ce lieu abandonné lui fit l'effet d'une gifle. « Je vous connais, vous !» dit une voix rauque derrière elle. Ugeta se retourna lentement. Une vieille femme aux cheveux blancs et au dos voûté la regardait, les yeux plissés par l'effort de mémoire. « Vous êtes la petite Morello, celle qui a fait scandale. » Ces mots, prononcés sans méchanceté mais comme une simple constatation, firent remonter le passé avec une violence inattendue. Ugeta sentit sa gorge se nouer, mais garda son calme. « Je suis Ugeta Morello, en effet. Je reviens voir mon père malade. » La vieille femme hocha la tête. « Victor n'en a plus pour longtemps. Votre mère vous attend depuis des semaines. Vous avez bien fait de venir. » Sans un mot de plus, la femme s'éloigna, laissant Ugeta figé sur place. La nouvelle de son retour
allait se répandre comme une traînée de poudre dans ce quartier où les rumeurs avaient toujours circulé plus vite que le vent. Ugeta reprit sa marche vers la maison de son enfance. Les glycines qui encadraient la porte d'entrée étaient toujours là, plus touffues, plus imposantes. La façade aurait eu besoin d'un coup de peinture, et les volets pendaient tristement. Cette maison semblait à l'image de ses occupants, fatiguée, négligée, attendant qu'on lui redonne vie. Elle leva le poing pour frapper, mais la porte s'ouvrit avant qu'elle n'ait pu le faire. Sa mère, Claudia Morello, se tenait dans l'encadrement. Plus petite que dans ses souvenirs, plus frêle aussi. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient devenus gris, et son visage portait les marques du temps et des soucis. Les deux femmes se regardèrent en silence pendant ce qui sembla une éternité. Pas d'étreinte, pas de larmes de retrouvailles, juste deux regards qui mesuraient le gouffre des années perdues. « Tu as fait bon voyage ?» demanda finalement Claudia, la voix légèrement tremblante. « Oui, merci », répondit Ugeta, formelle. « Entre, ton père est réveillé, il voudra te voir. » Ugeta franchit le seuil de cette maison qu'elle avait juré de ne jamais revoir. L'odeur familière de cire d'abeille et de romarin lui donna le vertige. Rien n'avait changé, ou presque. Les mêmes meubles sombres, les mêmes photos au mur, dont elle était absente, nota-t-elle, et ce silence pesant qui avait toujours régné entre ces murs. « Il est dans la chambre », indiqua Claudia en montant les escaliers, suivie par sa fille. Victor Morello était allongé dans le grand lit qui occupait presque tout l'espace de la chambre conjugale. Autrefois imposant par sa stature et par sa voix qui faisait trembler les murs, il n'était plus qu'un homme décharné, le teint jaunâtre, perdu dans des draps trop grands pour lui. Quand il vit sa fille entrer, ses yeux s'agrandirent. Il tenta de se redresser, mais n'en eut pas la force. « Ugeta » murmura-t-il d'une voix cassée par la maladie. Elle s'approcha du lit, gardant une distance respectueuse. « Bonjour, père. »« Tu es venu. » Ces simples mots contenaient tant de choses non dites, tant de regrets peut-être, qu'Ugeta sentit sa résolution vaciller. Elle avait imaginé ce moment des centaines de fois, préparé des discours cinglants ou indifférents, mais jamais, elle, n'avait envisagé cette vague de compassion qui la submergeait maintenant. « La lettre de maman disait que tu étais malade », dit-elle simplement. Victor tendit une main tremblante vers elle. Après une hésitation, Ugeta la prit. La main de son père était froide, légère comme du papier. « Le cancer, expliqua-t-il. Les poumons. Les médecins disent que c'est une question de semaines. » Ugeta hocha la tête, incapable de parler. La colère qu'elle avait nourrie pendant toutes ces années semblait soudain dérisoire face à la mort. « Je vais rester quelque temps, » dit-elle, enfin. « Le temps qu'il faudra. » Un faible sourire apparut sur le visage émacié de Victor. « Merci, » souffla-t-il avant de fermer les yeux, épuisé par cet échange. Claudia fit signe à sa fille de sortir. Une fois dans le couloir, elle expliqua à voix basse « Il a de bonnes et de mauvaises journées. Aujourd'hui, c'est plutôt... Bon, la morphine l'aide pour la douleur, mais ça le fatigue beaucoup. » Ugeta acquiesça. « Je vais m'installer où ?»« Ta chambre est toujours là, » répondit Claudia, évitant son regard. « Je l'ai préparée pour toi. » Cette information surprit Ugeta. Elle s'était attendue à ce que sa chambre ait été transformée, effacée, comme l'avait été son existence dans cette famille. L'idée que sa mère ait conservé cet espace intact pendant 15 ans lui donnait le vertige. Elle suivit Claudia jusqu'à la petite chambre sous les combles. En ouvrant la porte, Ugeta eut l'impression de remonter le temps. Son lit étroit contre le mur, son bureau sous la fenêtre qui donnait sur les toits de la ville, ses livres encore rangés sur l'étagère. Même le petit tapis berbère qu'elle avait tant aimé était toujours là, usé, mais propre. « J'ai changé les draps ?» dit Claudia, embarrassée, « et j'ai aéré tous les jours cette semaine. » Ugeta posa sa valise sur le lit, désorientée par cette plongée dans son passé. Sur la table de nuit, il y avait même encore la photo de sa grand-mère paternelle, la seule qu'il avait toujours défendue. « Pourquoi as-tu gardé ma chambre ?» demanda-t-elle, incapable de contenir cette question qui lui brûlait les lèvres. Claudia tripota nerveusement son tablier. « Je ne sais pas. J'espérais, je suppose, que tu reviendrais un jour. »
Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Ugetta vit dans les yeux de sa mère autre chose que de la déception ou de la résignation. Elle y vit du regret. « Je vais te laisser t'installer », dit Claudia en reculant vers la porte. « Le dîner sera prêt dans 1 heure. » Une fois seule, Ugetta s'assit sur le lit, submergée par les émotions. Elle n'avait pas prévu que son retour serait si déroutant. Elle était venue pour faire ses adieux à son père mourant, peut-être pour trouver une forme de paix, mais certainement pas pour ressentir cette confusion qui la prenait aux tripes. Elle regarda par la fenêtre. Le soleil commençait à décliner, dorant les toits de tuiles. Au loin, la mer scintillait. Cette vue lui avait manqué, réalisa-t-elle avec surprise. En déballant sa valise, elle tomba sur l'enveloppe contenant les papiers de sa nouvelle entreprise. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Si seulement il savait qui elle était devenue. Si seulement il savait que la jeune fille qu'il avait chassée avec mépris était maintenant à la tête d'une entreprise florissante, qu'elle avait plus d'argent qu'il ne pourrait en imaginer. Mais elle n'était pas venue pour se vanter. Elle était venue pour son père, et peut-être aussi pour elle-même. Le repas fut silencieux, gêné. Claudia avait préparé une ratatouille, le plat préféré d'Ugetta quand elle était enfant. Ce petit geste toucha la jeune femme plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Comment va ton travail à Paris ?» demanda Claudia, brisant enfin le silence. Ugetta reposa sa fourchette. « Bien, j'ai ma propre entreprise maintenant. Vraiment ?» La surprise de Claudia était évidente. « Dans quel domaine ?»« L'immobilier et la restauration de bâtiments historiques. » Claudia hocha la tête, impressionnée. « Ton père serait fier. Il a toujours dit que tu étais la plus intelligente de la famille. » Ugetta faillit s'étrangler avec son vin. « Vraiment, ce n'est pas ce dont je me souviens. » Un voile de tristesse passa sur le visage de Claudia. « Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent, Ugetta. Et parfois, elles sont exactement ce qu'elles semblent, » répliqua Ugetta, incapable de retenir l'amertume dans sa voix. Le silence retomba, plus lourd encore. Après le dîner, Ugetta sortit prendre l'air. La nuit était tombée sur Marseille, adoucissant les contours de la ville. Elle marcha sans but précis, laissant ses pas la guider à travers les ruelles, infamilières. Elle passa devant le café où on lui avait refusé de la servir quand les rumeurs avaient commencé à circuler, devant l'église où le prêtre l'avait publiquement humiliée, devant la maison des Vernet dont le fils, Raymond, avait été son premier amour et l'avait ensuite trahi, contribuant à sa chute. Chaque lieu ravivait une blessure qu'elle croyait cicatrisée. Elle s'arrêta finalement devant la bibliothèque, abandonnée, dans la pénombre. Le bâtiment semblait encore plus triste, avec ses fenêtres aux carreaux brisés et sa façade décrépite. Ugetta s'approcha, posant d'une main sur la vieille porte en bois. C'était ici qu'elle avait découvert qu'il existait d'autres mondes au-delà de Marseille, d'autres vies possibles. C'était ici que la bibliothécaire, Madame Léon, l'avait encouragée à lire, à rêver, à espérer. Elle est fermée depuis 5 ans. Ugetta sursauta. Un homme se tenait à quelques mètres d'elle. Grand, les épaules larges, il avait une barbe poivre et sel bien taillée, et des yeux clairs qui brillaient dans la semi-obscurité. La municipalité n'avait plus les moyens de l'entretenir, poursuivit-il. Ou plutôt, elle a préféré investir dans le nouveau complexe sportif. Ugetta le dévisagea, cherchant à mettre un nom sur ce visage vaguement familier. Simon Berthier, se présenta-t-il en tendant la main. Nous étions au lycée ensemble, mais je doute que vous vous souveniez de moi. Ugetta lui serra la main, surprise. Simon, le garçon qui dessinait tout le temps? Un sourire éclaira le visage de l'homme. C'est ça, je dessine toujours d'ailleurs. Je suis architecte maintenant. Et vous vous souvenez de moi? Constata Ugetta, perplexe. Simon haussa les épaules. Tout le monde se souvient de vous, Ugetta Morello. Vous étiez la fille la plus intéressante de toute l'école. Cette réponse la désarçonna. Dans ses souvenirs, elle n'était que la fille dont tout le monde parlait en mal, celle qu'on montrait du doigt. Que lui est-il arrivé? Demanda-t-elle en désignant la bibliothèque. Comme je vous l'ai dit, la mairie l'a fermée. Il y a 5 ans.
Madame Léon est partie à la retraite et personne n'a voulu la remplacer. Le bâtiment se dégrade depuis. C'est dommage, c'était un bel endroit. Hugeta acquiesça, pensive. Oui, c'était un bel endroit. Vous êtes revenu pour longtemps? Demanda Simon. Je ne sais pas encore, mon père est mourant. Je suis désolé, dit-il avec sincérité. Je l'ai appris. Cette ville est toujours aussi petite pour les nouvelles. Hugeta eut un sourire, sans joie. Certaines choses ne changent jamais. Et d'autres évoluent plus qu'on ne le croit, répondit Simon. Beaucoup de choses ont changé ici, Hugeta. Des gens sont partis, d'autres sont arrivés. La ville a grandi. Mais pas la mentalité, j'imagine. Simon la regarda longuement avant de répondre. Vous seriez surprise. Les temps changent, même ici. Un silence confortable s'installa entre eux, tandis qu'ils contemplaient la façade délabrée de la bibliothèque. « Et vous » reprit Simon, « qu'avez-vous fait pendant toutes ces années? J'ai survécu, répondit simplement Hugeta, et j'ai construit une vie dont je n'ai pas à rougir. Simon hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire. « Il se fait tard, puis-je vous raccompagner chez vous ?» Hugeta hésita, puis accepta. Pendant le trajet, Simon lui parla de la ville, des changements, des projets, en cours. Il avait une voix agréable et un enthousiasme communicatif pour son métier. Pour la première fois depuis son retour, Hugeta se sentit presque à l'aise. Devant la maison de ses parents, elle se tourna vers lui. « Merci pour la conversation. Simon, c'était rafraîchissant. Tout le plaisir était pour moi, répondit-il. Si vous avez besoin d'un guide pendant votre séjour, n'hésitez pas. » Hugeta sourit, touché par cette offre sans arrière-pensée. « Merci. » En rentrant, elle trouva sa mère encore debout, l'attendant dans la cuisine avec une tasse de thé. « Je m'inquiétais, dit Claudia. Il est tard. J'avais besoin de marcher, expliqua Hugeta en s'asseyant face à elle. J'ai rencontré Simon Berthier. Il est architecte maintenant. Un bon garçon, approuva Claudia. Il a repris le cabinet de son père quand celui-ci est tombé malade. Il s'occupe bien de sa mère veuve aussi. Hugeta but une gorgée de thé, appréciant la chaleur qui se répandait dans sa poitrine. La bibliothèque est abandonnée, dit-elle, incapable de cacher sa tristesse à cette idée. Oui, c'est dommage. Ton père s'est battu pour qu'elle reste ouverte, tu sais. Il a même proposé de faire des travaux gratuitement, mais la mairie avait déjà pris sa décision. Cette révélation surprit Hugeta. Son père défendant la bibliothèque, ça ne correspondait pas à l'image qu'elle avait gardée de lui. « Pourquoi aurait-il fait ça ?» demanda-t-elle, intriguée. Claudia hésita, puis se leva pour aller chercher quelque chose dans un tiroir. Elle revint avec une coupure de journal jauni par le temps. « Lys » dit-elle simplement en la lui tendant. C'était un article datant d'environ 10 ans, relatant l'intervention passionnée de Victor Morello lors d'un conseil municipal pour sauver la bibliothèque. L'article citait ces paroles. « Cette bibliothèque a sauvé ma fille quand je n'ai... Elle n'a pas su le faire. Elle mérite de continuer à sauver d'autres enfants. » Hugeta relut plusieurs fois cette phrase, incrédule. Son père avait dit cela, publiquement. « Il a changé après ton départ, » expliqua doucement Claudia. « Nous avons tous changé. » Hugeta reposa l'article, troublé. « Pourquoi ne m'avoir jamais cherché alors ?»« Nous l'avons fait, » répondit Claudia, les yeux brillants de larmes. « Contenu. Pendant des années. Mais tu avais disparu, aucune adresse, aucun contact. Nous avons même engagé un détective privé, mais tu avais changé de nom, apparemment. » Hugeta baissa les yeux. C'était vrai. Pendant les premières années, elle avait utilisé le nom de jeune fille de sa grand-mère pour éviter d'être retrouvée, pour couper tous les ponts avec son passé. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Comment aurais-tu pu ?» répondit Claudia avec un pauvre sourire. « Nous avions si mal agi envers toi. Tu avais toutes les raisons de nous fuir. » Une larme roula sur la joue d'Hugeta, la première depuis son retour. « Je devrais aller me coucher, dit-elle en se levant brusquement. La journée a été longue. »« Bien sûr, » acquiesça Claudia. « Bonne nuit, ma fille. » Dans sa chambre d'enfant, Hugeta ne trouva pas le sommeil. Les révélations de cette journée tournaient dans sa tête, bouleversant toutes ses certitudes.
Le père qu'elle avait haï pendant 15 ans avait tenté de la retrouver, avait défendu ce qui lui était cher. Était-il possible que sa colère ait été fondée sur une vision partielle, déformée par sa propre souffrance? Était-il possible que ses parents aient autant souffert qu'elle de cette séparation? Avec un soupir, elle sortit de son sac un petit carnet en cuir et commença à noter quelques idées. La vieille bibliothèque abandonnée ne quittait pas ses pensées. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les jours suivants établirent une routine étrange, et pour Ujeta. Le matin, elle s'occupait de son père, lui tenant compagnie pendant que sa mère se reposait. L'après-midi, elle travaillait à distance pour son entreprise parisienne, gérant ses affaires depuis la petite table en bois de sa chambre d'enfant. Et le soir, elle sortait marcher dans la ville, redécouvrant chaque recoin de son passé avec un regard neuf. Simon l'accompagnait souvent dans ses promenades. Sans qu'elle l'ait vraiment décidé, il était devenu son guide et son confident. Il lui montrait les changements de la ville, lui racontait les petites histoires qui s'étaient déroulées pendant son absence. Un après-midi, alors qu'elle venait de raccrocher après une conférence téléphonique particulièrement éprouvante, elle fut surprise de voir sa mère entrer dans sa chambre avec un plateau contenant du café et des navettes, ces petits gâteaux marseillais qu'elle adorait enfant. « Je t'ai entendu discuter affaires », dit Claudia en posant le plateau. Ça avait l'air important. Ujeta sourit faiblement. Ça l'était, un gros contrat à Paris que je ne veux pas perdre. Tu dois être très doué, remarqua Claudia, en s'asseyant sur le bord du lit. La façon dont il te parlait, avec respect. J'ai travaillé dur pour ça, répondit Ujeta, touché malgré elle par l'intérêt sincère de sa mère. J'aimerais que tu me racontes, dit doucement Claudia, comment tu as réussi, ce que tu as vécu toutes ces années. Ujeta hésita. Parler de son parcours, c'était rouvrir des blessures, mais aussi montrer sa force. Après un moment de réflexion, elle commença à raconter. Elle parla des premiers mois à Paris, de la faim, du froid, des petits boulots mal payés. Elle raconta comment elle avait économisé pour prendre des cours du soir, comment elle avait rencontré Georges, un vieil entrepreneur qui l'avait prise sous son aile et lui avait appris les ficelles du métier. Elle évoqua ses premiers chantiers, ses premières réussites, la création de sa propre entreprise. Claudia l'écoutait sans l'interrompre, les yeux parfois embués de larmes. Quand Ujeta eut fini, sa mère tendit une main hésitante et la posa sur la sienne. « Je suis fière de toi, Ujeta, tellement fière. » Ces mots, si longtemps espérés puis oubliés, firent naître une émotion étrange dans la poitrine d'Ujeta. Un mélange de joie et de tristesse pour toutes ces années perdues. « Il y a autre chose dont je voudrais te parler, » dit Claudia en se levant. « Viens avec moi. » Intriguée, Ujeta suivit sa mère jusqu'à une petite pièce qui servait autrefois de bureau à son père. Claudia ouvrit un tiroir et en sortit un épais dossier. « Ton père voulait que tu aies ceci, » expliqua-t-elle en le lui tendant. Il l'a préparé quand il a appris qu'il était malade. Ujeta ouvrit le dossier avec précaution. Il contenait des documents juridiques, des titres de propriété et une lettre manuscrite. Elle commença à lire et son cœur se serra. Victor lui léguait tous ses biens, la maison familiale, ses économies et un terrain en bordure de ville dont elle ignorait l'existence. Mais ce qui la toucha le plus fut la lettre qui accompagnait ces documents. Une lettre dans laquelle son père exprimait ses regrets, son amour et sa fierté pour la femme qu'elle était devenue, même s'il ne la connaissait plus. « Comment pouvait-il être fier de moi ?» murmura Ujeta, confuse. Il ne savait rien de « ma vie ». « Tu te trompes, » répondit doucement Claudia. « Nous avons suivi ta carrière de loin. Les journaux parlaient parfois de tes projets à Paris. Victor découpait chaque article, chaque mention de ton nom. » Cette révélation laissa Ujeta sans voix. L'image qu'elle avait de son père, cet homme rigide et intransigeant qui l'avait renié, se fissurait un peu plus. Le soir même, elle retrouva Simon devant la vieille bibliothèque,
Sans vraiment savoir pourquoi, elle lui raconta tout. Le legs de son père, la lettre, les articles conservés. « Ça ne correspond pas à l'homme dont je me souviens », conclut-elle. Et au troublé, Simon s'adossa au mur délabré de la bibliothèque. Les gens changent, ou Ujeta, le temps façonne, effrite, transforme. Ton père a peut-être réalisé ses erreurs trop tard pour les réparer directement avec toi, mais assez tôt pour essayer de faire amende honorable à sa manière. Je ne sais plus quoi penser, admit Ujeta. Pendant 15 ans, ma colère contre lui, contre cette ville, m'a porté. Et maintenant, tu découvres que la réalité est plus complexe que ce que tu avais construit dans ta mémoire, compléta gentiment Simon. Ujeta hocha la tête, reconnaissante pour cette compréhension sans jugement. Que vas-tu faire du terrain? Qu'il t'a légué? Demanda Simon, curieux. Je ne sais même pas où il se trouve exactement. Apparemment, c'est en bordure de ville. Les yeux de Simon s'illuminèrent soudain. Attends, ce ne serait pas le grand terrain près de l'ancienne gare? Ton père l'avait acheté il y a une dizaine d'années à la surprise générale. Possible. Pourquoi? Parce que c'est un emplacement stratégique. La ville cherche à s'étendre de ce côté-là depuis des années, mais le terrain bloquait tout développement. Ton père a toujours refusé de vendre, malgré les offres alléchantes de la mairie. Ujeta fronça les sourcils, intrigué. Tu pourrais me montrer cet endroit? Bien sûr, demain si tu veux. Le lendemain, Simon emmena Ujeta voir le fameux terrain. Ils prirent sa voiture et quittèrent le centre-ville, se dirigeant vers la périphérie de Marseille. Après une vingtaine de minutes, ils s'arrêtèrent devant un vaste espace en friche, bordé d'un côté par d'anciens entrepôts ferroviaires désaffectés et de l'autre par une colline offrant une vue imprenable sur la mer. « Voilà !» annonça Simon en désignant l'étendue qui s'étalait devant eux. « Le terrain de ton père, presque 2 hectares, une petite fortune immobilière. » Ujeta sortit du véhicule, stupéfaite par l'ampleur de la propriété. Le terrain était à l'abandon, envahi par les herbes folles et les buissons, mais son potentiel était évident, même pour un œil non averti. « C'est énorme !» murmura-t-elle. « Pourquoi mon père aurait-il acheté un terrain pareil ?» Simon haussa les épaules. Personne ne l'a jamais vraiment su. Il y a eu des rumeurs, bien sûr. Certains disaient qu'il voulait y construire un entrepôt. Pour son entreprise de maçonnerie, d'autres qu'il spéculait simplement. Mais il n'a jamais rien fait de cette terre, à part refuser de la vendre. Ujeta s'avança sur le terrain, sentant sous ses pieds cette terre qui lui appartenait désormais. Une idée commençait à germer dans son esprit, encore floue, mais de plus en plus insistante. « Tu crois que la mairie serait toujours intéressée par ce terrain ?» demanda-t-elle à Simon qui la rejoignait. « Sans aucun doute. Ils ont des projets de développement pour toute cette zone depuis des années. Mais pourquoi tu comptes vendre ?» Ujeta ne répondit pas immédiatement, son regard parcourant l'espace, imaginant déjà ce qu'il pourrait devenir. « Non, dit-elle, finalement. Je crois que j'ai une meilleure idée. » Sur le chemin du retour, Ujeta resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Simon respecta ce silence, se contentant de conduire, lui jetant parfois des regards curieux. En arrivant chez ses parents, Ujeta monta directement voir son père. Victor était réveillé, assis dans son lit, l'air fatigué mais lucide. « Je viens de voir le terrain », annonça Ujeta en s'asseyant près de lui. Un sourire faible éclaira le visage émacié de Victor. « Tu as compris? Compris quoi? Pourquoi je l'ai acheté ?» Ujeta inclina la tête, intrigué. « Non, pas vraiment. Tu peux m'expliquer ?» Victor tendit la main vers sa table de nuit et ouvrit le tiroir en sortant une vieille photo. Il la tendit à sa fille. Sur l'image jaunie, on voyait une jeune Ujeta, peut-être 8 ou 9 ans, assise sur un rocher sur ce même terrain, un livre ouvert sur les genoux. « C'était ton endroit secret, » expliqua Victor, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu y allais pour lire, pour rêver. Ta mère s'inquiétait, mais je te suivais parfois de loin pour m'assurer que tu allais bien. Je ne te dérangeais jamais, je voulais juste te protéger. » Ujeta regarda la photo stupéfaite. Des souvenirs enfouis remontaient à la surface. Ce rocher qu'elle appelait son trône, d'où elle pouvait voir la mer au loin. Ces après-midi,
passer à lire et à imaginer une autre vie, loin de cette petite ville trop étriquée pour ses rêves. Quand ce terrain a été mis en vente, poursuivit Victor, j'ai su que je devais l'acheter pour toi, pour que ton lieu reste intact, pour que tu aies quelque chose qui t'appartienne vraiment, si jamais tu revenais un jour. Les larmes montèrent aux yeux d'Ugeta. Tu l'as gardé pour moi, pendant toutes ces années? Victor hocha faiblement la tête. Je n'ai pas su te protéger quand tu en avais besoin. Je n'ai pas su me lever contre les rumeurs, contre la méchanceté de cette ville. C'était ma façon de me faire pardonner, je suppose. Ugeta prit la main de son père, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Tant d'années de colère, de ressentiment, fondaient comme neige au soleil face à ce geste d'amour silencieux. « J'ai trouvé des vieux plans dans ton bureau, » dit-elle finalement. « Des dessins pour la rénovation de la bibliothèque. C'était ton idée ?» Un éclat de fierté passa dans les yeux de Victor. Oui, je voulais la remettre en état, en faire quelque chose de beau, pour que d'autres enfants puissent y trouver ce que tu y avais trouvé. Mais le conseil municipal n'a pas voulu m'écouter. Eh bien, dit doucement Ugeta, peut-être qu'il est temps que quelqu'un les fasse écouter. Les jours suivants, Ugeta fut prise dans un tourbillon d'activités. Son ordinateur portable posé sur la table de la cuisine. Elle passait des heures au téléphone, organisait des visioconférences, envoyait des emails. Claudia l'observait faire, à la fois perplexe et admirative, devant cette énergie qui rappelait tant celle de la jeune fille qu'Ugeta avait été. Simon devint son allié dans cette entreprise mystérieuse. Il passait souvent à la maison, apportant des plans, des documents, discutant avec animation avec Ugeta. Une complicité évidente s'était développée entre eux, faite de respect mutuel et d'une attirance que ni l'un ni l'autre n'osait encore reconnaître ouvertement. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans la cuisine, Claudia leur apporta du café et s'arrêta pour observer les plans étalés sur la table. « Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux » demanda-t-elle avec curiosité. Ugeta et Simon échangèrent un regard, puis Ugeta sourit à sa mère. « Un projet pour la ville, pour papa. Quel genre de projet? Si tout se passe bien, tu le sauras bientôt, » répondit Ugeta avec un clin d'œil. Claudia secoua la tête, amusée malgré elle par ce mystère. « Tu as toujours été si secrète, même petite. » « Ce n'est pas un secret, » corrigea Ugeta. « C'est juste que je préfère attendre d'être sûr que ça puisse se faire avant d'en parler. » Victor déclinait rapidement. Les bonnes journées devenaient plus rares, et la morphine ne suffisait plus toujours à calmer ses douleurs. Ugeta passait de longues heures à son chevet, lui tenant la main, lui parlant doucement de son projet, lui montrant des esquisses, des plans. Ces moments partagés valaient toutes les réconciliations formelles du monde. Un matin, Ugeta fut réveillée par le bruit d'une voiture qui s'arrêtait devant la maison. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle vit un homme en costume descendre d'une berline noire. Il portait une mallette et avait cet air à la fois important et mal à l'aise des gens qui viennent pour affaires dans un contexte personnel. Elle descendit rapidement, intriguée, et ouvrit la porte avant même que l'homme n'ait eu le temps de frapper. « Mademoiselle Morello » demanda-t-il, surpris. « C'est moi. »« Antoine Duroc » se présenta-t-il en tendant une carte de visite. « Je suis le directeur de l'agence immobilière Méditerranée. J'ai essayé de vous joindre plusieurs fois par téléphone. »« Je n'ai reçu aucun appel » l'interrompit Ugeta, méfiante. « J'ai appelé sur le téléphone fixe de vos parents » expliqua l'homme. Votre mère a dû oublier de vous transmettre les messages. » Ugeta se rembrunit. Ou peut-être que Claudia avait délibérément omis de lui parler de ses appels, craignant qu'Ugeta ne veuille vendre la maison. Cette pensée la troubla. « Que voulez-vous » demanda-t-elle froidement. « J'ai une offre à vous soumettre, » dit Antoine Duroc en ouvrant sa mallette. « Pour le terrain en bordure de ville. La mairie est prête à faire une offre très généreuse, bien au-dessus du prix du marché. » Ugeta croisa les bras. « Je ne suis pas intéressé par la vente de ce terrain. » L'homme parut déconcerté.
Mademoiselle Morello, c'est une opportunité exceptionnelle. La mairie prévoit un important projet d'aménagement urbain dans cette zone et votre terrain est essentiel pour... J'ai dit non, coupa fermement Ugetta, mais j'aimerais rencontrer le maire, le plus tôt possible. Antoine Duroc la regarda avec surprise, puis haussa les épaules. Je lui transmettrai votre demande, mais je doute qu'il puisse vous recevoir. Rapidement, son agenda est très chargé. Dites-lui que j'ai une proposition qui pourrait l'intéresser concernant ce terrain, et que je suis la directrice de Morello Restauration, l'une des plus importantes entreprises de rénovation de bâtiments historiques de Paris. À la mention de cette entreprise réputée, l'expression de Duroc changea. « Je vois, » dit-il lentement. « Je lui transmettrai le message aujourd'hui même. » Après son départ, Ugetta contacta immédiatement Simon. « J'ai besoin que tu finalises les plans et les estimations de coûts, » lui dit-elle. « La mairie commence à s'agiter autour du terrain. Je m'y mets tout de suite, » promit Simon. « Mais tu es sûr de vouloir faire ça? C'est un investissement énorme, Ugetta. » « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose, » répondit-elle avec conviction. Cette nuit-là, l'état de Victor se détériora brusquement. Sa respiration devint laborieuse, et il fut pris de violentes quintes de toux. Le médecin, appelé en urgence, confirma ce qu'il savait déjà. La fin était proche. Ugetta et Claudia se relayèrent à son chevet, essuyant son front fiévreux, lui tenant la main, lui murmurant des paroles réconfortantes. Aux premières lueurs de l'aube, Victor ouvrit les yeux, soudain étonnamment lucide. « Ugetta » appela-t-il, faiblement. Elle se pencha vers lui. « Je suis là, papa. Tu vas le faire, n'est-ce pas, le projet dont tu m'as parlé ?»« Oui, » promit-elle, les larmes aux yeux. « Je vais le faire. Pour toi. Pour cette ville. » Un sourire paisible se dessina sur les lèvres de Victor. « Je suis fier de toi, ma fille, tellement fier. » Ce furent ses derniers mots. Victor Morello s'éteignit doucement, tenant la main de sa fille, avec le sentiment d'avoir enfin fait la paix avec le passé. Si la mort de son père affecta profondément Ugetta, elle ne fit que renforcer sa détermination à mener à bien le projet qu'elle avait imaginé. Le jour même des funérailles, alors que les visiteurs venus présenter leurs condoléances commençaient à partir, elle fut surprise de voir le maire en personne, Paul Meunier, s'approcher d'elle. « Mademoiselle Morello, » dit-il en lui serrant la main, « toutes mes condoléances pour votre père. Victor était un homme estimé dans notre communauté. » Ugetta hocha la tête, retenant un commentaire ironique sur cette estime qui n'avait pas toujours été évidente. « Monsieur Duroc m'a dit que vous souhaitiez me rencontrer au sujet du terrain en bordure de ville, » poursuivit le maire. « En effet, » confirma Ugetta, « j'ai une proposition à vous faire, mais pas aujourd'hui. Venez me voir demain à cette adresse. » Elle lui tendit une carte avec l'adresse de la vieille bibliothèque. 10 heures. Le maire parut surpris par cette approche directe, mais accepta le rendez-vous. « Très bien, à demain, alors. » Le lendemain, matin, Ugetta attendait devant la bibliothèque abandonnée, vêtue d'un tailleur élégant qui soulignait sa stature de femme d'affaires accomplie. Simon était à ses côtés, un portfolio de plans sous le bras et un sourire confiant aux lèvres. Le maire arriva, accompagné de son adjoint à l'urbanisme, tous deux curieux de cette rencontre dans un lieu aussi improbable. « Merci d'être venus », les accueillit Ugetta. « Avant de discuter du terrain qui vous intéresse tant, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Elle sortit une clé et ouvrit la porte grinçante de la bibliothèque. L'intérieur était sombre, poussiéreux, avec des étagères vides et des meubles cassés. « Comme vous pouvez le constater, » dit-elle en allumant une lampe torche, « ce bâtiment est dans un état lamentable. Un bâtiment qui, il y a encore 10 ans, était le cœur culturel de ce quartier. » Le maire eut l'air mal à l'aise. « Malheureusement, les contraintes budgétaires nous ont obligés à faire des choix difficiles. »« Je comprends, » répondit Ugetta, sans animosité. « Les choix difficiles font partie de la vie, mais parfois, de nouvelles opportunités se présentent. » Elle fit signe à Simon, qui déroula un grand plan sur une table branlante. « Voici ma proposition, messieurs. » Le plan montrait un complexe comprenant une bibliothèque moderne,
un centre culturel, un espace de coworking et un petit parc. L'ensemble était élégant, fonctionnel, parfaitement intégré dans le paysage urbain. Je propose de racheter ce bâtiment à la ville et de le rénover entièrement à mes frais, expliqua Ugeta. En échange, je vous cède gratuitement une partie du terrain en bordure de ville pour votre projet d'aménagement urbain. Le maire et son adjoint échangèrent un regard stupéfait. C'est une proposition très généreuse, commenta le maire avec prudence. Mais quel serait votre intérêt dans cette affaire? Ugeta sourit. Sur le reste du terrain, je compte construire des logements haut de gamme. Avec une bibliothèque et un centre culturel à proximité, la valeur de ces biens sera considérablement augmentée. C'est un investissement, monsieur le maire. Et le centre culturel? Demanda l'adjoint, admiratif devant les plans. Qui le gérerait? La ville, bien sûr, répondit Ugeta. Je me charge de la construction et de l'équipement. Ensuite, il vous appartiendra. À une condition, laquelle, s'enquit le maire soudain méfiant, qu'il porte le nom de Victor. Morello, dit simplement Ugeta, en mémoire de mon père, qui a tant aimé cette ville, malgré tout. Un puissant crochet narratif, alors que le maire et son adjoint examinent avec fascination les plans d'Ugeta, la porte de la bibliothèque s'ouvre sur une silhouette que personne n'attendait. Raymond Vernet, celui-là même qui avait contribué à la chute d'Ugeta 15 ans plus tôt, se tient dans l'encadrement, le visage marqué par les années et quelque chose qui ressemble étrangement à du remords. Mais pourquoi est-il là? Et que va-t-il dire qui pourrait tout changer? La négociation avec la mairie se poursuivit pendant plusieurs semaines. Ugeta, assisté par Simon, défendit son projet avec passion et compétence. Les réunions s'enchaînaient, les plans s'affinaient. Les contrats prenaient forme. Raymond Vernet, désormais adjoint aux affaires culturelles après une carrière dans l'enseignement, devint un allié inattendu. Leur première rencontre avait été tendue, chargée du poids du passé, mais Raymond s'était montré sincèrement repentant pour son rôle dans les événements qui avaient conduit au départ d'Ugeta. « J'étais jeune et lâche », avait-il admis. Incapable de défendre ce en quoi je croyais face à la pression sociale. Je n'ai jamais cessé de le regretter. Cette confession, aussi tardive soit-elle, avait touché Ugeta plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait accepté ses excuses, non par magnanimité, mais parce qu'elle réalisait que la rancœur ne ferait que l'enchaîner au passé, alors qu'elle voulait construire l'avenir. L'été s'installait sur Marseille, apportant sa chaleur étouffante et sa lumière éclatante. Dans la maison de ses parents, sa maison maintenant, Ugeta avait établi un véritable quartier général pour son projet. La table de la salle à manger disparaissait sous les plans et les documents, et le téléphone sonnait constamment. Claudia s'était adaptée à cette nouvelle dynamique avec une facilité surprenante. Elle aidait où elle pouvait, préparait des repas pour les réunions improvisées et observait sa fille avec une fierté non dissimulée. Un soir, alors qu'elles étaient seules dans la cuisine, Claudia servit à Ugeta un verre de vin et s'assit face à elle. « Tu sais, dit-elle doucement, ton père avait raison, tu as toujours été la plus forte d'entre nous. » Ugeta leva les yeux de son ordinateur, surprise par cette confession. « Quand tu es parti, poursuivit Claudia, j'ai cru que mon cœur allait se briser, pas seulement parce que ma fille s'en allait, mais parce que je savais que nous t'avions tous abandonnés. J'aurais dû me battre pour toi, te défendre contre les commérages, contre ton père même. Mais je n'ai pas eu ce courage. » Ugeta posa sa main sur celle de sa mère. « Tu as fait ce que tu pouvais avec les moyens que tu avais, » dit-elle doucement. « Nous sommes tous prisonniers de nos peurs et de nos faiblesses. »« Pas toi, » répliqua Claudia avec un sourire triste. « Tu as toujours été libre. C'est pour ça qu'il te craignait tant, parce que tu refusais de te soumettre aux règles invisibles qui nous gouvernent tous. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Une complicité nouvelle s'installa entre elles, faite de respect mutuel et d'acceptation. Pendant ce temps, le projet avançait à grands pas. Le conseil municipal avait finalement approuvé la proposition d'Ugeta, séduit par l'opportunité économique qu'elle représentait pour la ville.
Les travaux préliminaires avaient commencé tant sur le site de la bibliothèque que en terrain en bordure de ville. Simon, en tant qu'architecte du projet, passait désormais presque tout son temps avec Ujeta. Leur relation professionnelle s'était teintée d'une intimité croissante, d'un attachement qui dépassait la simple collaboration. Un samedi soir, alors qu'il venait de terminer une longue journée de travail sur le chantier, Simon proposa à Ujeta de dîner ensemble dans un petit restaurant du port. L'endroit était simple mais charmant, avec une terrasse donnant directement sur les bateaux. « À notre projet », dit Simon en levant son verre. « Et à ton courage », Ujeta trinqua avec lui, touché par le compliment. « À notre collaboration », répondit-elle. « Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » « Je pense que tu aurais trouvé un autre architecte, » plaisanta Simon. « Tu es une femme déterminée, Ujeta Morello. »« Peut-être, » concéda-t-elle avec un sourire. « Mais je suis contente que ce soit toi. » Et leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Simon tendit la main par-dessus la table et la posa sur celle d'Ujeta. Ce simple contact était chargé d'une émotion qu'aucun des deux n'avait osé exprimer jusqu'alors. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, » dit-il simplement. « Et ça me terrifie. » Ujeta sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi ? Parce que je sais que Paris t'attend, que ta vie est là-bas, que tout ceci n'est peut-être qu'une parenthèse pour toi. » Elle n'avait pas de réponse immédiate à lui offrir. Il était vrai que sa vie, son entreprise, ses amis étaient à Paris, qu'elle avait prévu de retourner y vivre une fois le projet marseillais bien lancé, mais ces derniers mois avaient changé beaucoup de choses en elle. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Simon, » dit-elle finalement, « mais je sais que je ne veux pas fermer la porte à ce qui pourrait naître entre nous. » Ils scellèrent cette promesse tacite d'un baiser, sous le regard bienveillant des étoiles qui se reflétaient dans l'eau du port. Les semaines suivantes furent un tourbillon de travail et d'émotion. Le projet de rénovation de la bibliothèque avançait rapidement, transformant le bâtiment délabré en un espace lumineux et accueillant. Sur le terrain en bordure de ville, les fondations des premiers bâtiments commençaient à sortir de terre. Ujeta partageait son temps entre les deux chantiers, veillant à chaque détail, imposant ses exigences de qualité aux entrepreneurs locaux. Sa réputation de professionnel intransigeante mais juste s'était vite répandue, lui valant le respect des ouvriers et des fournisseurs. Simon l'accompagnait partout, son partenaire dans tous les sens du terme désormais. Leur relation s'était approfondie, devenant une source de force et de joie pour tous les deux. Ils ne parlaient pas encore d'avenir à long terme, préférant vivre pleinement le présent, mais il était clair pour tous ceux qui les côtoyaient qu'un lien puissant s'était formé entre eux. Un matin d'automne, alors que les travaux de la bibliothèque touchaient à leur fin, Ujeta reçut un appel inattendu de son associée parisienne Martine. « On a un problème, Ujeta », annonça celle-ci sans préambule. « Le client pour le projet du Marais menace de se retirer si tu ne reviens pas superviser personnellement les travaux. Il dit qu'il ne fait confiance qu'à toi. » Ce contrat représentait une part importante du chiffre d'affaires de son entreprise pour l'année à venir. Le perdre serait un coup dur, non seulement financièrement, mais aussi pour la réputation qu'elle avait mis tant d'années à construire. « Je ne peux pas partir maintenant, Martine, » répondit Ujeta, le cœur serré. « Les travaux ici sont à un stade crucial. »« Je comprends, mais c'est un ultimatum, Ujeta. Il veut te voir lundi prochain au plus tard, où il signe avec nos concurrents. » Après avoir raccroché, Ujeta resta pensive, tiraillée entre ses responsabilités parisiennes et son engagement envers ce projet qui lui tenait tant à cœur, et envers Simon. Elle lui parla de la situation le soir même, alors qu'il dînait dans la cuisine de sa maison. « Tu dois y aller, » dit-il immédiatement, malgré la tristesse évidente dans ses yeux. « Ton entreprise a besoin de toi. Mais les travaux ici, je peux m'en occuper pendant ton absence, » assura Simon. « Ce n'est qu'une semaine ou deux, n'est-ce pas ?» Ujeta acquiesça, reconnaissante pour sa compréhension. « Je reviendrai dès que possible, » promit-elle. Le départ
Pour Paris fut plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé. Dire au revoir à sa mère, à Simon même temporairement, lui serra le cœur d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Paris l'accueillit avec son agitation habituelle, sa beauté familière. Ugeta se replongea dans le rythme frénétique de sa vie d'avant, enchaînant les réunions, les visites de chantier, les déjeuners d'affaires. Elle parvint à apaiser le client mécontent et à sauver le contrat, non sans difficulté. Mais chaque soir, dans son appartement luxueux avec vue sur les toits de Paris, elle se surprenait à penser à Marseille, à la petite maison dans la rue des Oliviers, à Simon, à la bibliothèque qui prenait forme jour après jour. Après 2 semaines d'absence, les affaires parisiennes semblaient enfin stabilisées. Ugeta prépara son retour à Marseille, impatiente de retrouver ce qui, étonnamment, ressemblait de plus en plus à un foyer. La veille de son départ, elle reçut un appel de Claudia. Sa mère semblait excitée, parlant plus vite que d'habitude. « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé, » dit-elle. « Madame Léon est revenue. » Madame Léon, l'ancienne bibliothécaire? Oui, elle a appris ce que tu faisais et elle est revenue de sa retraite en Provence. Elle veut te voir, te parler de la bibliothèque. Cette nouvelle enchanta Ugeta. Madame Léon avait été l'une des rares personnes à l'avoir soutenue dans sa jeunesse, lui ouvrant les portes de la connaissance et d'autres mondes à travers les livres. « Dis-lui que j'arrive demain, » répondit Ugeta, ému. « Je serai là en début d'après-midi. » Le trajet en train lui sembla interminable. Quand enfin elle arriva à Marseille, elle prit un taxi directement pour la bibliothèque, ne prenant même pas le temps de déposer ses bagages chez elle. Le bâtiment était méconnaissable. La façade avait retrouvé sa splendeur d'antan. Les grandes fenêtres brillaient au soleil, et l'entrée monumentale, autrefois délabrée, était maintenant un exemple parfait de restauration architecturale. Simon l'attendait devant, son sourire illuminant son visage à sa vue. Ils s'embrassèrent longuement, heureux de ces retrouvailles après une séparation qui leur avait paru à tous deux bien trop longue. « Elle est magnifique !» dit Ugeta en admirant la façade. « Tu as fait un travail incroyable. Nous avons tous travaillé dur, » répondit modestement Simon. « Viens, il y a quelqu'un qui t'attend à l'intérieur. » Ils entrèrent ensemble dans le grand hall. L'intérieur était tout aussi impressionnant que l'extérieur. Les étagères en bois sombre étaient déjà en place, attendant les livres qui les rempliraient bientôt. La lumière filtrait à travers les grandes fenêtres, créant des motifs dansant sur le sol en marbre impeccable. Et là, au centre de la pièce, se tenait une femme âgée mais droite, le visage ridé mais les yeux vifs et brillants d'intelligence. « Madame Léon, ma petite Ugeta » dit-elle en ouvrant les bras. Ugeta s'avança et l'étreignit, submergé par l'émotion. Cette femme, qui lui avait ouvert les portes d'un monde plus vaste à travers les livres, qui l'avait encouragé à rêver et à persévérer, était toujours là, comme un phare dans la tempête. « Vous m'avez tellement manqué » murmura Ugeta. « Et toi aussi, ma chérie » répondit Madame Léon en la regardant avec fierté. « Regarde-toi maintenant, une femme accomplie, forte, qui redonne vie à cette bibliothèque qui t'a tant donné. » Elles passèrent l'heure suivante à parcourir le bâtiment, Madame Léon prodiguant des conseils sur l'aménagement des espaces, sur les collections à privilégier, sur l'atmosphère à créer. « J'aimerais tant que vous acceptiez de revenir » dit finalement Ugeta. « Pas à plein temps, bien sûr, mais comme consultante pour nous guider dans les premiers mois. » Madame Léon sourit, touchée. « Ce serait un honneur, ma chère, un beau dernier chapitre à ma carrière. » Cette journée marqua un nouveau tournant dans le projet. Avec Madame Léon à bord, la bibliothèque prenait une dimension plus profonde, s'inscrivant dans une continuité historique et émotionnelle qui touchait toute la communauté. Les semaines suivantes virent l'achèvement des travaux de rénovation et le début de l'aménagement intérieur. Les livres commencèrent à arriver, remplissant peu à peu les étagères vides. Chaque jour apportait son lot de nouveautés. Table de lecture, ordinateur, espace multimédia. La bibliothèque renaissait, plus belle et plus fonctionnelle qu'elle ne l'avait jamais été. Sur le terrain en bordure de ville, les travaux avançaient également à bon rythme. Les premiers immeubles résidentiels sortaient de terre, élégants et modernes, parfaitement intégrés dans le paysage.
La partie cédée à la municipalité voyait se dessiner un parc urbain, qui serait bientôt le poumon vert du quartier. Ugeta partageait désormais son temps entre Paris et Marseille, jonglant avec ses responsabilités dans les deux villes. Si cette situation n'était pas idéale, elle lui permettait néanmoins de maintenir son entreprise parisienne tout en poursuivant son projet marseillais et surtout de rester proche de Simon et de sa mère. Leur relation avec Simon s'approfondissait de jour en jour. Malgré la distance parfois, ils construisaient quelque chose de solide, basé sur le respect mutuel et une complicité rare. Ils parlaient maintenant d'avenir commun, envisageant différentes possibilités qui leur permettraient de concilier leurs carrières respectives et leur vie personnelle. Un jour, alors qu'Ugeta supervisait l'installation des dernières étagères dans la section jeunesse de la bibliothèque, elle reçut la visite d'une femme d'une 50aine d'années, élégante et distinguée. « Bonjour », dit la femme en s'approchant. « Vous êtes Ugeta Morello, n'est-ce pas? Je suis Elisabeth Vernet, la mère de Raymond. » Ugeta se figea, surprise par cette apparition inattendue. Elisabeth Vernet avait été l'une des plus virulentes à son égard 15 ans plus tôt, orchestrant en grande partie la campagne de dénigrement qui avait conduit à son départ. « Madame Vernet, répondit-elle froidement, que puis-je pour vous? » La femme semblait mal à l'aise, tripotant nerveusement son sac à main. « Je voulais vous voir, vous parler. Raymond m'a raconté pour votre projet, pour tout ce que vous faites pour la ville. C'est admirable. » Ugeta garda le silence, attendant la suite. Elle n'allait pas faciliter les choses à cette femme qui lui avait causé tant de souffrance. « Je suis venue vous présenter mes excuses, » continua Elisabeth, sa voix se brisant légèrement, « pour ce que je vous ai fait, pour mon rôle dans ce qui s'est passé. J'étais aveuglée par des préjugés stupides, par la peur du qu'en dira-t-on. Je n'ai aucune excuse. » La sincérité de ses paroles toucha Ugeta malgré elle. Elle n'avait jamais imaginé qu'Elisabeth Vernet, pilier de la bonne société marseillaise, viendrait un jour s'humilier ainsi devant elle. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle simplement. « Parce que je vous vois aujourd'hui, » répondit Elisabeth. « Je vois la femme extraordinaire que vous êtes devenue malgré tout ce que nous vous avons fait subir. Je vois votre générosité envers une ville qui ne l'a pas méritée et je réalise l'ampleur de notre erreur collective. » Ugeta considéra ces paroles un moment, pesant leur valeur. Elle n'avait plus la colère d'autrefois, cette rage brûlante qui l'avait consumée pendant des années. Elle était au-delà de cela maintenant. « Vos excuses sont acceptées, Madame Vernet, » dit-elle finalement. « Le passé est le passé. Ce mot qui compte, c'est ce que nous construisons maintenant. » Des larmes de soulagement coulèrent sur les joues d'Elisabeth. « Merci, » murmura-t-elle. « Vous êtes meilleure que nous ne l'avons jamais été. » Cette rencontre fut suivie par d'autres. Peu à peu, les anciens détracteurs d'Ugeta venirent la voir, curieux d'abord, puis admiratifs, et enfin repentants. Les villes semblaient prêtes à une réconciliation collective avec celle qu'elle avait autrefois rejetée. L'inauguration de la bibliothèque fut fixée pour le premier samedi de décembre. Les invitations furent envoyées, les derniers préparatifs accélérés. Ugeta voulait que tout soit parfait pour ce jour si spécial. La veille de l'inauguration, alors qu'elle vérifiait une dernière fois chaque détail avec Simon, elle se rendit compte que quelque chose manquait encore. Un élément essentiel qui donnerait tout son sens à ce lieu. « Attends-moi ici », dit-elle à Simon avant de sortir précipitamment. Elle se rendit directement chez le meilleur menuisier de la ville et lui passa une commande urgente. L'homme, impressionné par la détermination d'Ugeta et conscient de l'importance de l'événement du lendemain, promit de travailler toute la nuit s'il le fallait. Le jour de l'inauguration arriva enfin. Une foule nombreuse s'était rassemblée devant la bibliothèque, impatiente de découvrir ce lieu dont toute la ville parlait depuis des mois. La presse locale était présente, ainsi que quelques journalistes parisiens, attirés par l'histoire singulière de cette femme qui revenait transformer la ville qu'il avait rejetée. Ugeta,
vêtu d'un tailleur rouge qui lui donnait une allure à la fois élégante et audacieuse, se tenait sur les marches de l'entrée. À ses côtés, Simon, Claudia, Madame Léon et le maire, tous réunis pour ce moment historique. « Mesdames et messieurs », commença Ugetta quand le silence se fit, « il y a 15 ans, j'ai quitté cette ville avec une valise et une promesse, celle de revenir un jour pour montrer qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, je tiens cette promesse. Non pas avec rancœur ou amertume, mais avec espoir et gratitude. » Son regard parcourut la foule, reconnaissant des visages familiers, des visages qui s'étaient autrefois détournés d'elle et qui aujourd'hui l'écoutaient avec respect. « Cette bibliothèque a été mon refuge quand j'étais jeune, » poursuivit-elle. « C'est ici que j'ai découvert qu'il existait d'autres mondes, d'autres possibilités. C'est ici que j'ai appris que les livres pouvaient ouvrir des portes que personne ne pouvait fermer. Aujourd'hui, je veux offrir ce même refuge, cette même espérance à tous les enfants, à tous les habitants de cette ville. » Des applaudissements éclatèrent, nourris par l'émotion sincère qui émanait de ces paroles. « Mais cette bibliothèque n'est pas seulement un cadeau que je fais à la ville, » continua Ugetta quand le calme revint. « C'est aussi un hommage à mon père, Victor Morello, qui m'a appris la valeur du travail bien fait et la force du pardon. C'est pourquoi... » Elle fit signe à 2 ouvriers qui dévoilèrent une plaque en bronze fixée à côté de la porte principale. Sur celle-ci était gravé « Bibliothèque Victor Morello, un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade ». Cette citation, que son père lui répétait souvent quand elle était enfant, avant que les tensions ne les séparent, fit monter des larmes aux yeux de nombreuses personnes présentes, y compris Claudia, qui porta une main à sa bouche, émue au-delà des mots. « Il y a encore une chose, » dit Ugetta en faisant signe à Simon. Celui-ci ouvrit la porte de la bibliothèque, révélant l'intérieur magnifiquement restauré. Mais ce qui attira tous les regards fut la grande table en chêne massif placée au centre du hall principal. Sur cette table, une plaque discrète portait l'inscription « À tous ceux qui cherchent un refuge, une inspiration, un nouveau départ. Vous êtes les bienvenus ici. » Cette bibliothèque appartient désormais à la ville, conclut Ugetta, qu'elle soit un lieu de savoir, de rencontre et de renaissance pour tous. Les applaudissements éclatèrent à nouveau, plus forts encore. Le maire s'avança pour couper le ruban traditionnel, et la foule se déversa à l'intérieur, admirative et reconnaissante. La journée fut un tourbillon d'émotions et de rencontres. Ugetta reçut des félicitations de toutes parts, même de ceux qui avaient été ses plus farouches opposants dans le passé. La bibliothèque était unanimement saluée comme une réussite architecturale et un don inestimable pour la communauté. Mais le moment le plus touchant pour Ugetta fut sans doute lorsqu'une petite fille d'environ 10 ans s'approcha d'elle timidement. « C'est vous qui avez fait cette bibliothèque ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'admiration. « Oui », répondit Ugetta en se mettant à sa hauteur. « Tu aimes lire ?» La fillette hocha vigoureusement la tête. « J'adore ça, mais notre ancienne bibliothèque était toute petite et n'avait pas beaucoup de livres pour les enfants. »« Eh bien, maintenant tu auras tous les livres que tu voudras, » promit Ugetta. « Et un jour, peut-être que toi aussi tu construiras quelque chose de beau pour cette ville. »« Comme vous ?» demanda la petite fille, pleine d'espoir. « Encore mieux que moi, » assura Ugetta avec un sourire. « Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une expérience de rejet suivie d'une rédemption comme celle d'Ugetta? Partagez votre histoire dans les commentaires. » Le projet immobilier sur le terrain en bordure de ville avançait à grands pas. Les premiers appartements seraient prêts à être habités dans moins de 6 mois. Et la liste d'attente des acheteurs potentiels s'allongeait chaque jour. Le succès dépassait toutes les espérances d'Ugetta, confirmant son instinct d'avoir vu dans ce terrain abandonné un potentiel que personne d'autre n'avait su identifier. Mais ce succès professionnel soulevait aussi des questions personnelles plus complexes. Ugetta devait désormais décider où se situait son avenir. À Paris, où son entreprise principale continuait de prospérer, ou à Marseille, où elle avait redécouvert ses racines et trouvé un amour inattendu. Simon, conscient de ce dilemme, évitait soigneusement de faire pression sur elle.
Il respectait trop sa liberté et son indépendance pour tenter de l'influencer dans une direction ou une autre. Mais Ujeta sentait bien que l'incertitude pesait sur leur relation, malgré leurs efforts pour profiter pleinement du présent. Un soir de janvier, alors qu'il dînait chez Claudia, celle-ci aborda le sujet qui flottait dans l'air depuis des semaines. « Alors, dit-elle en servant le dessert, avez-vous pris une décision pour l'avenir ?» Ujeta et Simon échangèrent un regard surpris par cette question directe. « Nous en discutons encore, » répondit prudemment Ujeta. « Ce n'est pas une décision facile. » « Bien sûr que non, acquiesça Claudia, mais parfois il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Pas ce qui est le plus rationnel ou le plus pratique, mais ce qui fait vraiment battre notre cœur. Si seulement. C'était si simple, soupira Ujeta. J'ai construit quelque chose d'important à Paris. Des employés comptent sur moi. Des clients me font confiance. Et ici, demanda doucement Simon, qu'as-tu construit ici? Ujeta réfléchit à cette question, considérant tout ce qui s'était passé depuis son retour. La bibliothèque, le projet immobilier, la réconciliation avec son passé, avec sa ville, et surtout ce lien puissant avec Simon, cette chance inattendue de connaître un amour profond et sincère. Quelque chose d'aussi important, admit-elle finalement, mais d'une nature différente. Tu sais, intervint Claudia, ton père avait l'habitude de dire que la vie nous offre parfois plusieurs chemins, tous valables, et que le vrai courage est de choisir celui qui nous ressemble le plus, pas celui qui impressionne le plus les autres. Ces paroles résonnèrent en Ujeta, lui rappelant que son père, malgré ses défauts et leurs différends, avait aussi été une source de sagesse dans sa vie. Les jours suivants, elle passa beaucoup de temps à réfléchir, se promenant dans la ville qui l'avait vue naître et qu'elle redécouvrait avec des yeux nouveaux. Elle visitait souvent la bibliothèque, observant avec satisfaction comment ce lieu avait déjà pris vie, rempli de lecteurs de tous âges, devenu un véritable cœur battant pour le quartier. Un après-midi, alors qu'elle se trouvait sur le chantier du projet immobilier, elle reçut un appel de Martine, son associée parisienne. « J'ai une proposition à te faire », annonça Martine sans préambule. « Je sais que tu es partagé entre Paris et Marseille, et je comprends pourquoi. Alors, voici ce que je propose. Je rachète ta part de l'entreprise à Paris. »« Quoi ?» s'exclama Ujeta, stupéfaite. « Mais pourquoi ferais-tu ça ? Parce que je te vois depuis des mois jongler entre deux vies, t'épuiser dans les allers-retours, être présente physiquement mais absente en esprit. Ce n'est bon ni pour toi, ni pour l'entreprise. Et surtout, parce que je pense que ton cœur est déjà à Marseille, même si ta tête ne veut pas encore l'admettre. » Ujeta resta silencieuse, touchée par cette perspicacité et cette générosité. « Ce n'est pas un adieu professionnel, » poursuivit Martine. « Nous pourrions créer une filiale de l'entreprise à Marseille que tu dirigerais. Nous continuerions à collaborer sur certains projets, mais tu serais libre de développer ta propre vision, tes propres projets dans le Sud. » Cette proposition était exactement ce dont Ujeta avait besoin sans le savoir. Une solution qui respectait à la fois son ambition professionnelle et ses aspirations personnelles. « Laisse-moi y réfléchir, dit-elle finalement. C'est une décision importante. »« Bien sûr, répondit Martine. Prends ton temps, mais pas trop quand même. » Elle ajouta avec un rire complice. « Je te connais, Ujeta. Tu sais déjà ce que tu veux faire. » Et c'était vrai. Au fond d'elle-même, Ujeta savait quelle direction prendre. Elle avait simplement besoin de cette permission extérieure, de cette validation pour s'autoriser à suivre ce que son cœur lui dictait depuis longtemps. Le soir même, elle retrouva Simon dans leur restaurant favori du port. Il remarqua immédiatement le changement dans son attitude, cette légèreté nouvelle qui émanait d'elle. « Tu sembles différente ce soir, » observa-t-il en lui servant un verre de vin. « Je le suis, » confirma-t-elle avec un sourire. « J'ai pris ma décision, Simon. » Il posa sa main sur la sienne, attendant la suite avec un mélange d'espoir et d'appréhension. « Je reste à Marseille, » annonça-t-elle simplement. « Martine va racheter ma part de l'entreprise parisienne et nous allons créer une filiale ici. Je vais pouvoir développer des projets locaux tout en gardant le lien avec Paris. »
Le visage de Simon s'éclaira d'un bonheur immense. « Tu es sûr? C'est vraiment ce que tu veux ?»« Plus que jamais, » affirma Ujeta. « Cette ville m'a rejeté autrefois, mais elle m'a aussi accueilli à nouveau. J'ai trouvé ici une seconde chance, une réconciliation avec mon passé. Et surtout, ajouta-t-elle en serrant sa main, j'y ai trouvé toi. » Simon se leva, contourna la table et s'agenouilla devant elle, sous le regard ému des autres clients. « Dans ce cas, dit-il en sortant un petit écrin de sa poche, accepterais-tu de construire avec moi plus que des bâtiments? Accepterais-tu de construire une vie ensemble ?» Ujeta, habituellement si maîtresse d'elle-même, sentit des larmes de joie couler sur ses joues. « Oui, » murmura-t-elle, « 1000 fois, oui. » Les applaudissements éclatèrent autour d'eux, célébrant cet amour né des cendres d'un passé douloureux, promesse d'un avenir radieux. Les mois suivants furent un tourbillon d'activité et de bonheur. Le mariage fut fixé pour le printemps, simple mais élégant, à l'image du couple. Les préparatifs s'ajoutèrent aux nombreux projets professionnels qu'Ujeta développait maintenant pour sa nouvelle entreprise marseillaise. La filiale, baptisée Morello Méditerranée, se spécialisait dans la restauration de bâtiments historiques et la création d'espaces culturels. Après le succès de la bibliothèque, plusieurs municipalités voisines avaient contacté Ujeta pour des projets similaires. Sa réputation s'étendait rapidement dans toute la région. Le projet immobilier en bordure de ville touchait à sa fin. Les premiers habitants emménageaient, donnant vie à ce quartier entièrement neuf. Le parc municipal adjacent, également, terminé, offrait un espace vert généreux qui attirait les familles de toute la ville. L'ensemble était unanimement salué comme une réussite urbanistique et écologique. Un puissant crochet narratif. Alors qu'Ujeta présentait les derniers plans pour l'expansion du projet immobilier, une proposition inattendue est déposée sur son bureau. La mairie de Marseille veut lui confier la restauration complète de Pintentes, l'hôtel de ville, un projet d'une ampleur sans précédent qui ferait d'elle l'une des figures les plus influentes de la région. Mais ce projet nécessiterait de reporter son mariage et de consacrer les 2 prochaines années exclusivement à ce chantier monumental. Face à ce choix déchirant entre consécration professionnelle et bonheur personnel, que va décider Ujeta? Le choix d'Ujeta fut loin d'être facile. Pendant des jours, elle pesa le pour et le contre, discutant ouvertement avec Simon et Claudia. La restauration de l'hôtel de ville représentait l'opportunité professionnelle d'une vie, un projet qui marquerait l'histoire de la ville et sa propre carrière. Finalement, dans un moment de clarté, elle réalisa que son parcours lui avait justement appris qu'une réussite professionnelle n'avait de sens que si elle s'inscrivait dans une vie équilibrée et heureuse. Elle proposa alors une alternative audacieuse à la mairie. Accepter le projet, mais en formant une équipe dédiée avec Simon comme codirecteur et en étalant les travaux sur une période plus longue pour ne pas sacrifier sa vie personnelle. À sa grande surprise, la municipalité accepta cette proposition, reconnaissant la valeur ajoutée d'une collaboration entre leurs talents complémentaires. Le mariage ne fut pas reporté, et le jour du printemps choisi arriva dans une explosion de lumière méditerranéenne. La cérémonie eut lieu dans le jardin de la maison familiale, transformé pour l'occasion en un écrin de fleurs et de verdure. Ujeta, dans une robe simple mais élégante, était rayonnante. Simon, élégant dans son costume sombre, ne pouvait détacher son regard d'elle. Parmi les invités, on comptait Madame Léon, qui avait accepté avec joie d'être témoin d'Ujeta, Martine, venue spécialement de Paris, les employés de la nouvelle entreprise marseillaise, et, fait remarquable, presque tous les anciens détracteurs d'Ujeta, désormais convertis en admirateurs sincères. Le maire lui-même prononça un discours émouvant sur la rédemption et le pardon, saluant en Ujeta un exemple de résilience et de générosité. Mais le moment le plus émouvant fut peut-être lorsque Claudia, juste avant que la cérémonie ne commence, remit à sa fille un petit paquet soigneusement emballé. « Ton père voulait que tu aies ceci le jour de ton mariage », expliqua-t-elle, les yeux brillants. « Il l'avait préparé avant de partir. » Ujeta ouvrit le paquet avec précaution
et y découvrit une montre ancienne en or, celle que Victor portait toujours aux grandes occasions. Avec elle, il y avait une note manuscrite « Pour ma fille, qui a toujours eu le courage de suivre son propre chemin. Que cette montre te rappelle que, même dans les moments difficiles, le temps finit par nous rendre justice. » Ces mots, venus d'outre-tombe, touchèrent Ujeta au plus profond de son être. Elle attacha la montre à son poignet, sentant à travers cet objet la présence bienveillante de son père à ses côtés, en ce jour si spécial. La réception qui suivit fut joyeuse et détendue, reflétant la personnalité du couple. Les discours alternaient entre émotion et humour. Les vers s'entrechoquaient dans des toasts à l'avenir et la musique invitait à la danse sous les étoiles naissantes. Au milieu de cette célébration, Ujeta prit un moment pour s'éloigner et observer tout ce qui l'entourait. Sa mère, radieuse, qui dansait avec un vieil ami. Simon, son mari maintenant, qui riait avec ses collègues. Cette ville qui l'avait rejeté et qui aujourd'hui l'accueillait comme l'une des siennes. Cette maison qui avait été le théâtre de tant de douleurs et qui résonnait maintenant de joie. Le chemin avait été long et souvent difficile. Des épreuves, des trahisons, des moments de désespoir, mais aussi des rencontres, des opportunités, des mains tendues au moment crucial. Et surtout, cette force intérieure qui ne l'avait jamais abandonné, cette conviction que sa valeur ne dépendait pas du regard des autres, mais de sa propre intégrité. Simon la rejoignit, passant un bras autour de sa taille. « À quoi penses-tu, Madame Berthier-Morello » demanda-t-il doucement. Ujeta sourit à ce nouveau nom, symbole de cette union entre son passé et son avenir. « Je pense à tout le chemin parcouru, » répondit-elle, « et à tout celui qui reste à faire. »« Ensemble, » murmura Simon en déposant un baiser sur sa tempe. « Ensemble, » confirma-t-elle, le cœur plein d'une certitude paisible. Le printemps laissa place à l'été, puis à l'automne. Les travaux de restauration de l'hôtel de ville débutèrent, mobilisant une équipe importante sous la direction conjointe d'Ujeta et Simon. Ce projet ambitieux attira l'attention de la presse nationale, confirmant la réputation d'excellence du couple dans le domaine de la restauration architecturale. En parallèle, la bibliothèque Victor Morello était devenue l'un des lieux les plus fréquentés de la ville. Sous la supervision bienveillante de Madame Léon, qui avait finalement accepté de reprendre du service à temps partiel, l'établissement avait développé de nombreuses activités culturelles, clubs de lecture, ateliers d'écriture, rencontres littéraires. C'était exactement ce qu'Ujeta avait espéré, un lieu vivant, ouvert à tous, où chacun pouvait trouver inspiration et réconfort. Claudia s'était découvert une passion pour l'animation de ses ateliers, particulièrement ceux destinés aux enfants. Elle racontait des histoires avec un talent insoupçonné, captivant son jeune auditoire et transmettant cet amour de la lecture qu'elle avait toujours eu sans oser le partager. Un jour de décembre, un an presque jour pour jour après l'inauguration de la bibliothèque, Ujeta et Simon convièrent leurs proches à un dîner dans leur nouvelle maison, construite sur le terrain en bordure de ville, près du trône, rocheux, eux qui avaient tant compté dans l'enfance d'Ujeta. La maison, conçue entièrement par Simon, était un chef-d'œuvre d'architecture moderne parfaitement intégré dans son environnement. De grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur la mer au loin et l'intérieur spacieux et chaleureux reflétait la personnalité du couple. Autour de la table étaient réunies Claudia, Madame Léon, Martine venue de Paris pour l'occasion, et quelques amis proches, dont Raymond Vernet, avec qui Ujeta avait finalement noué une amitié sincère, basée sur le pardon et le respect mutuel. Après le dessert, Ujeta se leva, un verre à la main. Tous les regards convergèrent vers elle, curieux de cette intervention solennelle inhabituelle. « Chers amis, » commença-t-elle, « Simon et moi vous avons réunis ce soir non seulement pour célébrer l'anniversaire de la bibliothèque, mais aussi pour partager avec vous une nouvelle qui nous remplit de joie. » Elle échangea un regard complice avec Simon, qui se leva à son tour pour se tenir à ses côtés. « Dans 6 mois, » poursuivit Ujeta, la voix légèrement tremblante d'émotion, « notre famille s'agrandira,
nous attendons un enfant. » Des exclamations de joie et de surprise fusèrent autour de la table. Claudia fut la première à se lever pour étreindre sa fille, les larmes aux yeux. « Victor aurait été si heureux », murmura-t-elle à l'oreille d'Ugetta. Les félicitations et les toasts se succédèrent, créant une atmosphère de bonheur partagé qui réchauffait le cœur. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Ugetta s'isola un moment sur la terrasse. La nuit était claire, les étoiles brillaient intensément au-dessus de la mer calme. Elle posa une main sur son ventre, où grandissait cette nouvelle vie, symbole d'espoir et de continuité. Simon la rejoignit, l'enveloppant dans la chaleur de ses bras pour la protéger de la fraîcheur nocturne. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il doucement. Ugetta se tourna vers lui, son visage illuminé par un sourire sincère. « Plus que je ne l'aurais jamais imaginé », répondit-elle. « Parfois, je me demande si tout ceci est réel, si je mérite tant de bonheur après avoir été si pleine de colère pendant si longtemps. »« Tu mérites tout cela, et plus encore, » affirma Simon avec conviction. « Ta colère était légitime, mais tu as choisi de la transformer en force créatrice plutôt qu'en vengeance destructrice. C'est ce choix qui t'a mené ici, à ce moment de plénitude. » Ugetta médita ces paroles sages, reconnaissant leur vérité profonde. Elle avait en effet eu de nombreuses occasions de se venger, de faire payer à cette ville et à ses habitants le mal qu'ils lui avaient fait. Mais elle avait choisi une autre voie, celle de la création, de la générosité, du pardon. Non par faiblesse ou par oubli, mais par force et par volonté de transcender son propre passé. « Tu sais ce que je souhaite pour notre enfant ?» dit-elle en contemplant les étoiles. « Qu'il ou elle grandisse dans une ville où les erreurs peuvent être reconnues et pardonnées, où la valeur d'une personne n'est pas jugée sur des rumeurs, ou des apparences, mais sur ses actes et son intégrité, une ville qui sait accueillir la différence au lieu de la craindre. »« C'est la ville que tu es en train de créer, Ugetta, » répondit Simon. « Pas seul, bien sûr, mais ton retour a été le catalyseur d'un changement profond. Tu as montré qu'il était possible de revenir des ténèbres sans haine, de transformer la douleur en beauté. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés sous le ciel étoilé, savourant ce présent parfait et rêvant à cet avenir qui s'ouvrait, devant eux plein de promesses et de possibilités. 6 mois plus tard, par une chaude journée de juin, Victoire Claudia Berthier Morello vint au monde, accueillie par l'amour de ses parents et l'affection d'une communauté entière. Son prénom, hommage à son grand-père qu'elle ne connaîtrait jamais que par les récits des autres, portait en lui l'histoire de sa famille et le triomphe de l'amour sur les préjugés. La petite fille grandirait dans une maison remplie de livres et d'idées, avec une vue sur la mer et des parents qui lui apprendraient la valeur du travail, de la persévérance et du pardon. Elle hériterait de la force de caractère de sa mère et de la sensibilité artistique de son père. L'inauguration de l'hôtel de ville restauré eut lieu le jour du premier anniversaire de Victoire. L'événement attira des personnalités de toute la France, impressionnées par la qualité exceptionnelle du travail réalisé par l'équipe d'Ugetta et Simon. Le bâtiment historique avait retrouvé sa splendeur d'antan, tout en intégrant des éléments contemporains qui le rendaient plus fonctionnel et accessible. Pendant la cérémonie, le maire remit à Ugetta la médaille de la ville, une distinction rarement accordée, surtout à une personne aussi jeune. « Madame Berthier Morello, » déclara-t-il dans son discours, « vous avez non seulement redonné vie à nos monuments, mais aussi à l'âme de notre communauté. Vous nous avez rappelé que les pierres ne sont que le reflet des valeurs humaines qu'elles abritent. » Ugetta, portant sa fille dans ses bras, reçut cette distinction avec humilité. Dans son propre discours, bref mais émouvant, elle parla de transformation personnelle et collective, de la capacité de chacun à se réinventer et à pardonner. Elle conclut par ces mots qui touchèrent profondément tous les présents: « Les cicatrices que nous portons ne définissent pas qui nous sommes, c'est ce que nous choisissons d'en faire qui détermine notre valeur. »
Les années suivantes furent marquées par une expansion constante de l'entreprise Morello Méditerranée, qui devint une référence dans toute la région pour la restauration de bâtiments historiques et la création d'espaces culturels. Ugetta et Simon formaient une équipe professionnelle parfaitement complémentaire, alliant vision stratégique et excellence technique. Mais au-delà de cette réussite professionnelle, c'était leur vie familiale qui leur apportait les plus grandes joies. Victoire grandissait vive et curieuse, entourée d'amour et d'attention. Claudia, grand-mère dévouée, passait chaque jour un peu de temps avec sa petite fille, lui transmettant son amour des histoires et des traditions provençales. Madame Léon, malgré son âge avancé, continuait de superviser la bibliothèque avec une énergie remarquable. Elle avait pris Victoire sous son aile, comme elle l'avait fait avec Ugetta des décennies plus tôt, lui ouvrant les portes du savoir et de l'imagination à travers les livres. La petite fille passait des heures dans la section jeunesse de la bibliothèque, qui portait le nom de son grand-père, dévorant les contes et les romans d'aventure. Le projet immobilier en bordure de ville était désormais un quartier à part entière, vivant et dynamique. Les résidents, fiers de cette réalisation exemplaire, avaient formé une association active qui organisait régulièrement des événements communautaires. Le parc était devenu un lieu de rencontre prisé, où se côtoyaient des personnes de tous âges et de tous horizons. Un jour de printemps, alors que Victoire avait presque 5 ans, une lettre arriva au bureau d'Ugetta. L'expéditeur, un éditeur, parisien réputé, s'intéressait à son parcours exceptionnel et lui proposait d'écrire ses mémoires. L'idée n'avait jamais traversé l'esprit d'Ugetta, qui se considérait comme une femme d'action plutôt que de mots. Elle en discuta longuement avec Simon, qui l'encouragea à accepter. « Ton histoire pourrait inspirer tant de personnes, » lui dit-il. « Des jeunes qui se sentent rejetés, des adultes qui n'osent pas affronter leur passé, des communautés divisées qui cherchent un chemin vers la réconciliation. » Ugetta finit par se laisser convaincre, à condition de pouvoir écrire à son rythme, sans compromettre ses autres engagements. Elle commença à consigner ses souvenirs, d'abord de manière hésitante, puis avec une fluidité croissante. L'exercice se révéla thérapeutique, lui permettant de revisiter des moments douloureux, mais aussi de mesurer pleinement le chemin parcouru. Un soir, alors qu'elle travaillait dans son bureau à la maison, Victoire entra silencieusement et s'assit près d'elle. « Qu'est-ce que tu écris, maman ?» demanda-t-elle avec curiosité. Ugetta sourit à sa fille. « Je raconte une histoire, mon cœur, l'histoire d'une petite fille qui est devenue grande et qui a appris que parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire est de pardonner. »« C'est ton histoire ?» demanda Victoire, perspicace malgré son jeune âge. « Oui, admit Ugetta, c'est mon histoire, mais c'est aussi celle de beaucoup d'autres personnes qui ont dû quitter leur maison pour mieux y revenir un jour. » Victoire réfléchit un moment puis demanda « Et moi, quelle sera mon histoire ?» Cette question, si simple et pourtant si profonde, toucha Ugetta au cœur. Elle prit sa fille sur ses genoux et la serra contre elle. « Ton histoire, ma chérie, sera celle que tu choisiras d'écrire. Elle contiendra sans doute des chapitres tristes et des chapitres joyeux, des défis et des victoires. Mais le plus important, c'est que ce sera ta propre histoire, unique et précieuse. » Victoire parut satisfaite de cette réponse et se blottit contre sa mère, écoutant le battement régulier de son cœur. Dans ce moment de tendresse partagée, Ugetta mesura une fois de plus à quel point sa vie avait changé depuis son retour à Marseille. La publication du livre d'Ugetta, intitulé simplement « Retour », fut un événement important, non seulement pour elle, mais pour toute la ville. L'ouvrage reçut un accueil critique enthousiaste et toucha de nombreux lecteurs par sa sincérité et son message d'espoir. La séance de dédicace organisée à la bibliothèque Victor Morello attira une foule considérable. Parmi les personnes venues faire signer leur exemplaire, Ugetta fut surprise de voir des visages familiers, d'anciens camarades de classe, des voisins d'autrefois, même des personnes qui avaient activement participé à son exclusion 15 ans auparavant.
L'un d'eux, un ancien commerçant qui avait refusé de la servir dans sa boutique, s'approcha de la table avec hésitation. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, » commença-t-il mal à l'aise. « Je me souviens de vous, monsieur Fabre, » répondit calmement Ugetta. « J'ai lu votre livre, dit-il en posant l'exemplaire devant elle, et je voulais vous dire, je suis désolé, pour tout, nous avons été cruels, injustes, vous ne méritiez pas cela. » Ugetta le regarda un moment, touché par cette confession tardive mais sincère. « Merci, dit-elle simplement. Votre reconnaissance compte beaucoup pour moi. » Elle signa le livre avec une dédicace personnalisée. À Monsieur Fabre, pour nous rappeler que la rédemption est toujours possible quand on a le courage de reconnaître ses erreurs. Cette rencontre fut suivie par d'autres, tout aussi émouvantes. De nombreuses personnes venaient non seulement pour obtenir une signature, mais aussi pour partager leur propre expérience de rejet, d'exil, de retour. Le livre avait ouvert un espace de parole et de réconciliation qui dépassait largement les attentes d'Ugetta. Un puissant crochet narratif, alors que la file des lecteurs s'allonge devant Ugetta pour la séance de dédicace, elle remarque une silhouette familière qui attend patiemment son tour. C'est Jean-Louis, son premier amour de jeunesse, celui qu'il avait défendu avant de céder à la pression sociale et de l'abandonner comme les autres. Il tient son livre serré contre sa poitrine et son regard est empreint d'une émotion que 15 ans n'ont pas effacée. Lorsqu'enfin il arrive devant elle, le temps semble s'arrêter. Que va-t-il se dire lors de ces retrouvailles inattendues qui pourraient tout remettre en question? Le soir, de retour à la maison, Ugetta raconta à Simon cette rencontre inattendue. Avec Jean-Louis, elle fut totalement honnête, ne cachant ni l'émotion qu'elle avait ressentie en le revoyant, ni la douleur ravivée de sa trahison passée. « Il m'a demandé pardon, » expliqua-t-elle. « Il a dit qu'il n'avait jamais cessé de penser à moi, de regretter sa lâcheté, qu'il s'était marié, avait eu des enfants, mais qu'une part de lui s'était toujours demandé ce qui aurait pu être si... » Simon l'écoutait attentivement, sans jugement ni jalousie. Leur relation était fondée sur une confiance trop solide pour être ébranlée par les fantômes du passé. « Et qu'as-tu ressenti ?» demanda-t-il doucement. Ugetta réfléchit un moment avant de répondre. « De la compassion, je crois. Et une forme de gratitude aussi, étrangement. Si Jean-Louis avait été plus courageux à l'époque, si nous étions restés ensemble, ma vie aurait pris un tout autre chemin. Et je n'aurais peut-être jamais connu tout ce que j'ai maintenant, toi, Victoire, cette maison, ce travail qui me passionne. » Elle prit la main de Simon dans la sienne. « Je lui ai pardonné, Simon. Pas seulement pour lui, mais pour moi. Pour pouvoir vraiment fermer ce chapitre et être pleinement présente dans celui que nous écrivons ensemble. » Simon porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser tendre. « Je t'aime, Ugetta Berthier-Morello, pour ta force, ton intégrité et ta capacité à transformer même les blessures les plus profondes en source de sagesse. » Cette nuit-là, alors que Simon dormait paisiblement à ses côtés, Ugetta repensa à tout le chemin parcouru. Elle se souvint de la jeune fille révoltée qu'elle avait été, pleine de colère et de détermination. Elle pensa à la femme accomplie qu'elle était devenue, capable d'aimer et de pardonner sans pour autant renier ses valeurs ni sa force. Elle réalisa que le véritable triomphe n'était pas dans la reconnaissance publique, les projets réussis, ou même le livre publié. Il était dans cette paix intérieure, durement conquise, dans cette réconciliation profonde avec son passé qui lui permettait de vivre pleinement son présent et d'envisager l'avenir avec sérénité. Le lendemain, Ugetta se réveilla avec une idée nouvelle. Après avoir déposé Victoire à l'école, elle se rendit directement au bureau du maire pour lui soumettre un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. La création d'une fondation pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à réaliser leurs ambitions professionnelles, notamment dans les domaines de l'architecture et de la restauration du patrimoine.
La fondation Victor Morello, expliqua-t-elle avec passion, offrirait des bourses d'études, des stages, du mentorat. Elle donnerait à ces jeunes les outils que j'ai dû acquérir seul par la force des choses. Le maire, impressionné par cette vision généreuse, promit le soutien de la municipalité. « Vous ne cessez de nous surprendre, Madame Berthier-Morello, » dit-il avec admiration. « Votre père serait immensément fier. » Les mois suivants furent consacrés à la mise en place de cette fondation, en parallèle avec les projets en cours de l'entreprise. Simon soutint pleinement cette initiative, proposant même d'assurer lui-même certains cours de formation pour les jeunes bénéficiaires. La première promotion de la fondation Victor Morello fut inaugurée au printemps suivant. 10 jeunes, talents prometteurs, sélectionnés pour leur potentiel et leur motivation plutôt que pour leurs résultats académiques, commencèrent leur formation sous le parrainage de professionnels reconnus du secteur. Parmi ces jeunes se trouvait une adolescente particulièrement douée pour le dessin architectural. Rosa, 16 ans à peine, vivait seule avec sa mère dans un quartier difficile de la ville. Son histoire rappelait étrangement à Ugetta sa propre jeunesse. Même détermination, même soif d'apprendre, même refus des limites imposées par sa condition sociale. Ugetta prit Rosa sous son aile, devenant pour elle ce que Madame Léon avait été dans sa propre vie, un guide, un modèle, une source d'inspiration. Cette relation de mentorat s'approfondit au fil des mois, apportant à Ugetta une satisfaction différente mais tout aussi intense que ses autres réalisations. Un jour, alors qu'elles travaillaient ensemble sur un projet de restauration d'une chapelle abandonnée, Rosa confia à Ugetta: « Avant de vous rencontrer, je pensais que des gens, comme moi, n'avaient pas leur place dans ce monde, que nous étions condamnés à rester en marge, invisibles. Vous m'avez montré que c'était faux. » Ces mots touchèrent Ugetta profondément, lui rappelant à quel point les actes pouvaient avoir un impact bien au-delà de leurs intentions initiales. En créant cette fondation, elle avait voulu honorer la mémoire de son père et offrir aux autres les opportunités qui lui avaient manqué. Elle n'avait pas anticipé à quel point cet engagement changerait aussi sa propre perception d'elle-même et de son parcours. Le 10e anniversaire du retour d'Ugetta à Marseille fut célébré par une exposition à la bibliothèque Victor Morello, retraçant la transformation de la ville pendant cette décennie. Des photographies avant-après montraient les bâtiments restaurés, les nouveaux espaces créés, la vie qui avait repris dans des quartiers autrefois délaissés. L'exposition incluait aussi des témoignages d'habitants, racontant comment ces changements avaient affecté leur quotidien et leur perception de leur ville. Ces récits, souvent émouvants, reflétaient une évolution qui allait bien au-delà de la simple rénovation urbaine. Une communauté qui réapprenait à être fière de son identité, à valoriser son patrimoine, à construire son avenir sur des bases solides. Le jour de l'inauguration, Ugetta fit le tour de l'exposition accompagnée de sa famille. Victoire, maintenant une préadolescente vive et réfléchie, observait avec curiosité ces images d'un passé qu'elle n'avait pas connu. Claudia, dont les cheveux étaient maintenant entièrement blancs, mais dont l'esprit restait alerte, commentait chaque photo avec des anecdotes personnelles. Simon, toujours aussi amoureux, gardait une main protectrice dans le dos d'Ugetta comme pour la soutenir dans ce voyage émotionnel à travers le temps. Arrivé devant la dernière section de l'exposition, intitulée « L'avenir », Ugetta découvrit avec surprise un panneau entièrement consacré à elle-même. Des citations de son livre, des extraits d'interviews, des photographies d'elle sur divers chantiers ou événements entouraient un texte central qui la décrivait comme l'âme de la Renaissance marseillaise. C'était une surprise, avoua Simon en voyant son expression stupéfaite. Toute la ville a voulu te rendre hommage. Tu as changé tant de choses, Ugetta. Pas seulement des bâtiments ou des structures, mais des vies, des destins. Ému au-delà des mots, Ugetta contempla ce témoignage de reconnaissance publique avec un mélange d'incrédulité et de gratitude. Jamais elle n'aurait imaginé
le jour où elle était revenue dans cette ville qui l'avait rejetée, qu'elle en deviendrait un jour une figure respectée et aimée. « Je n'ai pas fait tout cela seule, dit-elle finalement, regardant autour d'elle les nombreuses personnes venues pour l'événement. Chacun a contribué à sa manière. C'est une œuvre, collective, mais sans toi, intervint le maire qui s'était approché, rien de tout cela n'aurait commencé. Tu as été l'étincelle qui a allumé le feu, Ujeta. Ne minimise pas ton impact. Cette reconnaissance publique, aussi gratifiante soit-elle, n'était pas ce qui comptait le plus pour Ujeta. Ce qui la touchait profondément, c'était de voir sa fille grandir dans un environnement sain et stimulant, de partager sa vie avec un homme qui la comprenait et la soutenait, d'avoir réconcilié son passé et son présent dans une harmonie qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le soir de l'inauguration, alors que la réception battait son plein dans le grand hall de la bibliothèque, Ujeta s'éclipsa discrètement pour monter sur le toit. C'était un endroit secret qu'elle aimait particulièrement, accessible par un petit escalier en colimaçon. De là-haut, elle pouvait contempler toute la ville, ses lumières scintillant dans la nuit comme autant d'étoiles terrestres. Elle s'assit sur le rebord, laissant son regard errer sur ce paysage familier qu'elle avait tant haï et qu'elle avait appris à aimer à nouveau. Le vent léger portait jusqu'à elle les bruits étouffés de la fête, les rires, la musique, créant une ambiance presque irréelle. « Je savais que je te trouverais ici », dit une voix derrière elle. Simon s'approcha et s'assit à ses côtés, passant un bras autour de ses épaules pour la protéger de la fraîcheur nocturne. « Tu me connais trop bien », sourit-elle, se blottissant, et contre lui. « C'est un privilège que je chéris chaque jour, » répondit-il. « Que ressens-tu, Ujeta, en regardant tout cela, en pensant à ces 10 années ?» Elle réfléchit un moment avant de répondre, pesant soigneusement ses mots. « De la gratitude, je crois, et une sorte d'émerveillement aussi, pas tant pour ce que j'ai accompli, mais pour ce que la vie m'a offert malgré tous ses détours. Pour les leçons apprises, même les plus douloureuses, pour les personnes rencontrées, surtout toi. Pour cette seconde chance que représente Victoire. » Simon déposa un baiser sur sa tempe. « Tu as transformé la souffrance en force, le rejet en retour triomphal. Tu as montré qu'il est possible de revenir de l'exil, non pas avec un désir de vengeance, mais avec une volonté de contribution. C'est une leçon dont cette ville, dont nous tous avions besoin. » Ils restèrent ainsi un long moment, contemplant en silence le panorama nocturne, savourant cette paix qui n'était pas l'absence de lutte, mais le fruit d'un long et difficile cheminement intérieur. « Rentrons, » dit finalement Ujeta en se levant. Victoire doit se demander où nous sommes passés. Main dans la main, ils redescendirent rejoindre la fête, symbole vivant d'un amour qui avait su transcender les blessures du passé pour construire un avenir lumineux.